Bonsoir à toutes et tous, salut Yann Amat, salut Dave, salut Kyle, salut Velcanivel, salut Nico, salut Kesta, salut Stinkel, salut tous les autres que j'oublierai, qui vont arriver au fur et à mesure, salut Bernard de la vitre arrière, bienvenue à tous et à toutes, salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, à celles et ceux qu'on connaît et puis bien sûr à ceux qu'on ne connaît pas, qui j'espère vont passer un chouette moment avec nous ce soir. Au programme de ces 2 heures de stream, on va parler de dette, de déficit, on va parler de très gros sous, on va parler de la France au bord du gouffre. C'est ce que disent certains, alors que le déficit public s'est creusé à 5,5% du produit intérieur brut, le PIB en 2023, alors qu'il n'était pas censé excéder les 4,9%. On va en reparler. Le président de la Cour des comptes, qui surveille les comptes de l'État à la loupe, évoque un dérapage important et très rare. Et alors que dans les couloirs de l'hôtel de Matignon, la résidence officielle du Premier ministre souffle un vent de rigueur. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on fait peur aux Français pour rien? Est-ce qu'on ne prend pas le problème à l'envers? Est-ce qu'il ne faut pas voir la dette et le déficit autrement? Et puis d'ailleurs, c'est quoi exactement le déficit et c'est quoi exactement la dette? On va voir que, comme souvent, le diable se cache dans les détails et que tout est affaire de point de vue. Ce sera jusqu'à 19h. À 19h, on ira faire un tour du côté des applis de rencontres, les Tinder, Grindr, Happen, Badoo et consorts. Des applis qui ont changé la vie de plein de gens, mais qui commencent à lasser un peu pas mal d'utilisateurs qui n'y trouvent plus vraiment leur compte et surtout qui n'y trouvent plus vraiment leur moitié, ou même qui commencent à déprimer sévère. Ce sera de 19h à 20h. Pour l'heure et pour l'instant, il est à peu près 19h à Beyrouth, il est à peu près déjà demain à Sydney et Tokyo, il est 16h en temps universel, il est exactement 18h02 passé de 54 secondes à Paris. Il est bien sûr l'heure que vous voulez sur Twitch. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent encore. Posez vos questions, on répond à tout le monde. Et c'est promis, je passe toutes vos questions aux invités. Nous partons dans le secret des coffres forts de l'État, des coffres qui sont vides, des comptes qui sont dans le rouge, un déficit public à 5,5% selon l'INSEE, qui publiait ses derniers chiffres mardi, avec aussi le gouvernement qui commence à parler de rigueur et les agences de notation, dont on ne parlait plus vraiment depuis la crise grecque, qui reviennent dans les unes des grands médias et qui menacent de dégrader la note de la France. On va parler d'éco. L'éco, ça fait un peu peur, c'est pas très sexy, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué, et surtout, ça parle de votre portefeuille, on va tout bien vous expliquer, et surtout, on va prendre le temps de le faire. Bonsoir Clara Léonard. Bonsoir, enchantée. Moi-même, tout. Clara, tu es docteur en économie, tu es par ailleurs directrice générale de l'Institut Avant-Garde. Voilà, exactement. C'est un think tank qui s'est lancé en septembre et puis qui vise à renforcer les liens entre le milieu universitaire et puis les décideurs. On va reparler de tout ça. À tes côtés, Gilles Mito. Salut Gilles. Salut. Alias Eureka sur YouTube. Tu étais trader, tu es devenu YouTuber et derrière Eureka se cache un excellent vulgarisateur de l'économie et de la finance. Oui, merci. C'est bien, pour non? ce compliment. Oui. Salut Gilles, bienvenue. J'essaye. Et à mes côtés, Anne-Sophie Alsif. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Salut Anne-Sophie, tu es docteur en sciences économiques de la prestigieuse EHESS. Tu enseignes l'économie à la Sorbonne et tu es par ailleurs et surtout chef économiste de la société d'études BDO France. Tout à fait. C'est quoi la dette? C'est quoi le déficit? Un peu de pédago qui se lance dans un petit encadré pour lancer notre sujet. Peut-être toi Gilles, c'est ton boulot de vulgariser. La dette, d'accord. Donc, alors, il faut commencer par le déficit, je pense. Et ne me remercie pas. Ouais. Donc, le déficit, c'est la différence entre les entrées dans le budget, dans le portefeuille de l'État, dans les caisses de l'État, et les sorties. Donc, quand on dépense plus que ce qu'on gagne, ça fait un déficit. Voilà. Et ce déficit, il faut aller le financer sur les marchés financiers, donc s'endetter. Et comme tous les ans, il y a du déficit, et ça fait de la dette qui s'empile. Voilà, enfin des déficits qui s'empilent, quoi. Et voilà. Donc c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'après il y a les intérêts, etc. On peut, en quelques secondes, je dirais, c'est ça. Mesdames, ça vous convient comme définition? Qu'est-ce que vous pouvez rajouter? Oui, c'était très clair. C'est gentil, j'avais peur là, je me disais, je vais. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai on parle souvent de la dette publique et du déficit public. Moi, je rajouterais un autre indicateur qui est souvent moins connu, qui est le déficit primaire. Et comme on va sûrement parler de les charges de la dette, je pense que c'est un élément important. Alors, qu'est-ce que c'est le déficit primaire? On regarde la déficit, donc toujours recette-dépenses, mais on retire justement les charges de la dette. Et c'est un élément important parce que par exemple, on a un pays comme l'Italie qui est plus endetté que la France, mais par contre qui dès l'année prochaine va être en excédent, va avoir un excédent primaire. Donc ça veut dire que ses finances publiques seront bien gérées et que ce qui plombe le pays, c'est plutôt c'est l'intérêt de la dette. Alors, il y a les chiffres de l'INSEE qui ont été livrés mardi par l'Institut national de la statistique. Est-ce que la France est au bord du gouffre, comme certains le disent? Est-ce que ce sont des Cassandres, ces gens-là, ou est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter? Vous avez 2 heures. Qui se lance? Alors. Clara.
Alors, non. Non, on n'a pas de raison de s'inquiéter. Voilà, on n'a pas de raison de s'inquiéter. Alors, je tenais à dire tout d'abord, pour commenter un peu ce point de conjoncture, c'est un chiffre qui s'explique par des recettes fiscales qui sont décevantes, parce qu'on parle beaucoup des dépenses de l'État, mais là, c'est vraiment ce qui explique ce déficit après une bonne récolte en 2022. Donc, pendant des années, on avait eu beaucoup de recettes par rapport à l'activité. On parle d'élasticité des recettes fiscales à l'activité. Et là, on commence à voir au contraire des recettes décevantes par rapport à l'activité. Donc, on peut évoquer plusieurs facteurs explicatifs. Par exemple, un rendement faible de la taxe exceptionnelle sur les profits des énergéticiens. Elle était censée rapporter 12,3 milliards et elle n'a capté que 600 millions. Alors voilà, on pourrait s'interroger sur la construction de cette taxe. Est-ce qu'elle a été mal paramétrée? Alors voilà, donc il y a des actions qui peuvent être faites en ce sens. On a également récolté moins prévu via les droits de mutation, concrètement c'est quoi, les frais de notaire. Les frais de notaire. Donc moins de transactions immobilières. Voilà, donc plus largement, on peut aussi souligner qu'on ne cesse de baisser les impôts sans que ces baisses ne soient véritablement financées. On peut évoquer la cotisation sur la valeur ajoutée ou la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, c'était 20 milliards de rendement. Et donc, est-ce que l'État est au bord du gouffre? Je dirais que non. Et on reviendra vraiment plus en détail là-dessus parce que pour moi, on a trop tendance à comparer l'État à un individu privé qui devrait rembourser sa dette comme un individu. Ce que doit faire un État, c'est rouler sa dette parce que contrairement à un individu ou une entreprise, il a une durée de vie a priori à peu près infinie. illimitée. Voilà, c'est ce qu'on lui souhaite à tout le moins, en tout cas. Et là, ce qu'on a vu, c'est que les marchés ont pas réagi. Donc, pour l'instant, on s'endette à des taux raisonnables et puis les obligations du Trésor français continuent à être un actif. Qu'est-ce que c'est les obligations du Trésor français pour ceux qui n'y connaissent rien? C'est la dette française, C'est la dette française. Qui s'échange sur les marchés financiers. Gilles? Donc effectivement, les obligations, c'est de la dette qui s'échange sur les marchés financiers. Donc c'est des morceaux de dette. Alors je ne saurais pas dire les montants, mais c'est des petits morceaux de, je sais pas, 50 millions. Non, la dette, vous savez en combien elle est découpée. Alors 3 000 milliards au total, mais en fait on demande pas 3 000 milliards d'un coup, quoi. On demande des petits morceaux de X millions par-ci par-là. Et puis il y a une date de maturité, c'est comme un emprunt, il faut rembourser au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et en fait, ce que fait l'État, ce que fait l'État français, mais en fait tous les États et même les entreprises font ça, c'est qu'au moment de rembourser, ils réempruntent pour rembourser. Et comme ça, c'est en fait comme s'il y avait une date de maturité un peu ad vitam. La seule chose, c'est que quand on réemprunte aux conditions du moment. Donc, si on avait obtenu de très bonnes conditions et que maintenant on a un peu des moins bonnes, ça peut poser problème, notamment dans les intérêts de la dette à payer. Mais là, clairement, ce qui expliquait Clara, c'est que les marchés financiers, en fait, pas de problème. On regarde comment bougent les taux d'intérêt. Quand il y a une mauvaise nouvelle, on voit tout de suite les taux bouger. Et là, ça n'a pas bougé. Donc, visiblement, les marchés disent oui, non, mais allez-y, nous, on veut bien vous prêter, il n'y a pas de souci. Alors oui, moi c'est vrai que j'aurais plutôt la tendance à dire oui et non, c'est souvent la réponse préférée de l'économiste. Alors non, on l'a dit, pas d'impact sur les marchés, mais je pense que le plus intéressant par rapport à ça d'une manière conjoncturelle, c'est de se dire pourquoi. Si tout le monde dit quand même on a un déficit aussi important, c'est quand même, il y a une raison. Alors pourquoi? Parce que depuis la crise de 2008 et 2010 notamment, on a mis des mécanismes justement au niveau européen. Si un État a des difficultés est trop endetté, il y a des mécanismes, on se souvient de la Grèce, pour l'aider. On a le fameux mécanisme européen de stabilité, qui est une sorte de fonds où chaque État contribue. Et si on a un État qui a vraiment une difficulté financière, ce mécanisme peut être mobilisé. L'autre élément, c'est vraiment la Banque centrale européenne, et c'est surtout pour ça que les marchés financiers ne bougent pas, puisque quand Christine Lagarde a relevé les taux, la France est en difficulté, mais l'Italie, je l'ai expliqué, a une dette encore plus importante que nous, plus de 140% de dette sur PIB. Nous, c'est 116 vous êtes plutôt 110. Plutôt 110, il ne faut pas gonfler le chiffre qui est déjà important. Et elle a baissé. Les médias vous mentent. On n'en parle pas assez, elle a baissé. On fait la prévision, on est plutôt autour de 110. Mais quand on regarde l'Italie, et donc il y a eu cette hausse des taux, la Banque centrale européenne a vraiment expliqué que, comme c'est un peu le maillon faible de la zone monétaire, que la Banque centrale européenne serait derrière, qu'aurait des mécanismes particuliers
pour justement racheter de la dette sur les marchés financiers pour pas que l'Italie soit en difficulté. Donc c'est vrai que pour les marchés financiers, il n'y a rien à voir. On sait qu'il y a la Banque centrale, la planche à billets, ça va. Après, moi, c'est vrai que je serais plus nuancée par rapport à votre analyse parce qu'on n'est pas tout seul. Le problème, c'est que c'est pas la France. On est dans une zone monétaire. Alors bien évidemment, elle n'est pas achevée, cette zone monétaire. On a la même monnaie, mais on n'a pas de politique budgétaire commune avec nos partenaires européens. Et le problème, c'est que dans cette zone, par rapport aux États-Unis ou d'autres États qui sont fédérés, eh bien, on n'a pas, et qu'on n'a pas justement un budget commun, eh bien, ça creuse des écarts, ou en tout cas, ça creuse des écarts de compétitivité, de dette, d'indicateurs économiques qui sont divergents. Et c'est ça, à mon sens, le risque. On a quand même ce fameux pacte de stabilité et de croissance. Alors, on s'en moque, on dit ça sert à rien, les 3%, etc. Mais derrière, déjà, ce pacte a été réformé, il faut le dire, pour voir justement la trajectoire des États, plus que de dire 3% de déficit, 60% d'endettement. Et ça, c'est intéressant. Et on voit qu'on a une partie des États qui est beaucoup moins endettée, pour ne pas le dire l'Allemagne, et qui, pendant 10, 20 ans, a expliqué que c'était un peu grâce au triple A allemand que tous les autres pays pouvaient s'endetter. Et ça a un impact dans la politique économique européenne. Aujourd'hui, eux sont empêtrés parce qu'ils ne peuvent pas, dans leur budget, voter un budget en déficit à plus de 0,5%. Ça nous laisse rêveurs, vous allez me dire. Ils ont essayé justement de gratter, si on peut dire, 60 milliards. Ça a été non direct. Donc là, c'est vrai que c'est difficile pour eux. Alors que nous, c'est exactement l'inverse. Et c'est pas bien, alors qu'on a la même monnaie, d'avoir des écarts comme ça qui se creusent entre les pays qui sont censés converger et avoir la même politique économique et la même politique de développement. Il y a Yann Amat qui pose une question un peu provoque, qui dit « J'ai un peu de mal à piger pourquoi le gouvernement passe son temps à nous faire culpabiliser alors qu'ils sont eux-mêmes responsables de la situation. Est-ce qu'ils sont aussi responsables que ça, nos dirigeants politiques ?» La réponse, ce sera une réponse d'économiste, donc c'est certainement oui et non. Clara, peut-être. Alors, je pense qu'on a un peu donné des bouts de réponse parce qu'à la fois, oui, il y a des choix qui sont faits. En effet, je tiens à souligner que oui, on peut commenter les écarts entre les pays européens, mais il y a également des modèles sociaux derrière. Un État qui a été très protecteur, notamment pendant la crise énergétique, avec des boucliers tarifaires. Alors, on peut se demander si ces boucliers sont bien ciblés, voilà, parce qu'ils bénéficient à l'ensemble de la population. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un contrat social français, un modèle social français avec voilà, des droits qui ont été historiquement acquis, etc. Donc, quand on compare ces pays, on compare aussi ces modèles économiques différents. Et ensuite, est-ce qu'on doit culpabiliser ? Alors déjà, voilà, nous, à l'échelle individuelle, pas vraiment. Certainement pas. Voilà, c'est ça. Et ensuite, oui, il y a des facteurs qui peuvent dépasser en fait les gouvernements, qui sont les taux d'intérêt. Alors ça, moi, je reviendrai là-dessus parce que voilà, je suis historienne de la dette et je tiendrai à souligner que voilà, cette dette est mise sur des marchés internationaux avec une très grande médiatisation de la dette sur PIB et puis une soumission à ce qu'on appelle la discipline de marché. C'est finalement quelque chose d'assez récent et historiquement, il y a eu d'autres modes de gestion de la dette publique. Pour réagir par rapport à ça, c'est sûr qu'il y a des modèles sociaux derrière, mais c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui la situation, par exemple, un pays comme l'Espagne a justement une croissance qui est plus vigoureuse que ce que nous, on va avoir, a une politique sociale d'augmenter massivement le SMIC, donc vraiment de conserver la consommation, et essaie justement, dès l'année prochaine, d'être en dessous des 3% de déficit. Donc on peut avoir un modèle social, on peut avoir on va dire une économie dynamique et avoir une bonne gestion du déficit. C'est pas quelque chose d'impossible. Et c'est vrai que l'Espagne, on a été assez surpris d'ailleurs par les bons chiffres et la bonne santé, et un petit peu sur ce credo-là. Donc c'est aussi intéressant parce que c'est aussi des pays qu'on disait malades souvent avant la crise Covid et un petit peu malades, l'Europe du Sud contre l'Europe du Nord. Et là, on voit qu'avec cette crise, alors bien sûr, vous allez me dire, il y a eu les plans européens, comme plus de 80 millions pour l'Italie, pour l'Espagne qui ont aussi joué. Mais tout de même, on voit que c'est des pays aussi qui sont assez résilients et qui arrivent à mener une politique sociale et en même temps une bonne gestion des finances publiques. Gilles, ça te laisse dubitatif, semble-t-il ? Non, mais alors moi, j'aime pas le terme de bonne gestion des finances publiques quand il y a un déficit en dessous des 3%. Je suis pas d'accord pour dire que c'est vrai, ce truc-là. 3%, ça sort du chapeau. Ça devrait être débattu, ça devrait être renégocié, ça devrait être... voilà. Et après, oui, sûrement qu'on pourrait réduire le déficit, mais... On parle souvent des dépenses, mais donc c'est ça, il faudrait aussi peut-être parler des recettes. Là, visiblement, ce que le gouvernement ne veut pas mettre sur la table, c'est le fait d'augmenter les impôts, quoi.
Par rapport à ça, c'est vrai qu'on a fait une étude assez intéressante. On s'est posé la question juste, regardons la zone euro et les États-Unis. On regarde qu'on a à peu près la même politique monétaire, même si ce n'était pas le même type d'inflation, d'un côté énergétique, de l'autre côté, on va dire plus classique aux États-Unis, et une politique de hausse des taux qui était vraiment assez importante. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les États-Unis sont à plus de 2% de croissance cette année, alors que la zone euro est à 0,9 à peu près. Donc quasiment plus 1 point d'écart de croissance entre les deux, avec une politique monétaire à peu près identique. Alors tu allais tout de suite me dire, les États-Unis sont endettés en dollars, donc c'est tout à fait normal, etc. Mais quand même, c'est vrai que je trouve un petit peu dommage en Europe, c'est qu'on voit dans notre débat, c'est un peu pour réduire cette dette, c'est où on fait des impôts en plus ou on baisse les dépenses publiques. Il y a une troisième voie qui est comment on peut créer plus de richesses et comment on peut, par exemple, mieux orienter la richesse créée dans notre pays. En France et en Europe, on a énormément d'épargne. Aux États-Unis, il n'y en a pas du tout. Et cette épargne, on voit où est-ce qu'elle va aux États-Unis. Il faut débloquer l'épargne. Alors, il faut la débloquer. Juste pour finir sur ce point, quand on regarde justement le taux d'investissement, vous allez me dire, les États-Unis, ils ont fait une politique de subvention, ce qui est vrai, et ils peuvent le faire parce qu'ils sont endettés en dollars. Mais cet argent, donc ils ont moins d'épargne, mais cet argent, elle finance beaucoup plus l'économie réelle et les entreprises. Et en plus, les modes de financement sont diversifiés. C'est pas que les banques, c'est aussi les marchés financiers. Et donc, quand il y a une hausse des taux, toute l'économie n'est pas sous chapeau comme en Europe, parce qu'il y a d'autres moyens de trouver du financement. Et donc, ils ont un taux d'investissement qui se maintient, qui booste la croissance, alors qu'en Europe, en France, il s'effondre. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'épargne et il faut que l'épargne soit mieux orientée. Aujourd'hui, 3 000 milliards d'euros. Voilà, donc ça, c'est une somme. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais pour moi, je dis c'est une somme, en fait, j'en sais rien. Est-ce que oui, par rapport à d'autres pays, je sais. Oui, c'est-à-dire qu'on a quasiment le même montant en épargne qu'en dette publique. C'est pour ça aussi que les investisseurs sont intéressés, parce qu'on a un collatéral en jargon qui est assez intéressant. Quand vous allez voir votre banquier, vous demandez 100 € et que vous avez des maisons, etc., et plein de choses priori, en face, il prête les 100 votre €. banquier va vous prêter. Quand on dit les banquiers prêtent qu'aux riches, voilà, c'est un petit peu ça. Je pense tout à fait que la question de l'orientation de l'épargne est absolument essentielle aujourd'hui et d'ailleurs il faudrait qu'on crée des outils, alors je vais en reparler pour que cette épargne soit mieux orientée, mais j'aimerais qu'on parle vraiment d'un elephant in the room qui est pour moi le grand sujet aujourd'hui quand on parle de la soutenabilité de nos finances publiques, c'est qu'on fait face à un accroissement de nos besoins de financement significatif pour effectuer la transition écologique. Alors pour vous donner quelques chiffres, donc il y a eu le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz qui montrait qu'il fallait 66 milliards d'euros par an de financement additionnel pour réaliser nos objectifs de réduction d'émissions. Au niveau européen, alors il y a une série d'études, mais c'est en gros entre 2 et 3% du PIB en plus par an. C'est très important. Donc aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, c'est pas tant est-ce que la dette ne va pas augmenter, mais est-ce que la dette ne va pas exploser si on ne fait pas ces investissements et que en fait il y a une accumulation de crises, d'événements climatiques extrêmes qui en fait vont nous coûter très cher. Si je prends l'exemple par exemple des inondations en Allemagne, c'est 40 milliards d'euros et c'est des phénomènes en fait qui vont être de plus en plus importants. Et un point très très important, c'est que le problème, et c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer cette situation par exemple aux frais de guerre ou de reconstruction post-45, etc., c'est que ce sont des investissements qui sont en grande partie non rentables ou bien rentables avec une rentabilité incertaine ou bien à très long terme. Voilà, donc là, on est obligé de réfléchir à des nouvelles structures de financement, à des nouveaux outils de financement qui ne s'appuieront pas sur la croissance pour que les finances publiques soient soutenables. Voilà, donc il faut trouver des solutions. Alors, il y a plein de propositions parce que il y a plein d'économistes qui planchent là-dessus. Par exemple, Emmanuel Macron avait parlé de la différenciation entre un taux vert et un taux brun en disant que voilà, il fallait que les projets verts se financent à des taux moins élevés que les projets qui finançaient des économies des projets bruns. Voilà, il y a par exemple Eric Monet et Jens van Cluster qui ont fait des propositions de ce qu'on appelle des TLT euro verts, c'est-à-dire que les banques pourraient se refinancer à un taux moins élevé auprès de la Banque centrale si jamais elle finance justement ces projets. Donc là, il faut vraiment que toute cette épargne soit mobilisée. Il y a le secteur public en effet, mais il n'y a pas que le secteur public, il y a aussi le secteur privé qui doit y participer. Et puis après, il y a une partie de ces dépenses, en effet, qui ne sont même pas des investissements rentables. Et donc, il faut réfléchir à une répartition saine et puis raisonner des pertes qu'il va falloir se partager. Gilles ?
Non, mais là, je sais pas, on est parti loin. Je sais pas ce que j'ai à apporter là. Maintenant, il y a Pourquoi une question. on n'investit pas assez en France? Qu'est-ce qui nous met dans cette situation-là? De pas investir assez. De ne pas avoir l'investissement productif. Je pense que c'est une question un peu compliquée. Il faudrait regarder. Il me semble que se reposer sur les marchés financiers, c'est pas une très bonne idée. Les marchés financiers, ça spécule beaucoup. Ça finance pas trop l'économie réelle, à mon sens. Vraiment, quand on essaye de regarder un petit peu les chiffres de les flux entrants sortants, moi quand j'avais fait l'exercice, je trouvais beaucoup plus de flux qui venaient rémunérer les actionnaires, ou alors des flux effectivement d'épargnants qui arrivaient dans les marchés financiers. Mais par contre, des flux des marchés financiers qui financent vraiment les entreprises, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Ça finance beaucoup les États, parce que effectivement, l'histoire de dette publique. Mais les entreprises, pas tant que ça. Et puis surtout, les modes de rémunération des financiers, et là, pour le coup, moi, à un moment donné, j'étais dedans, c'était mon métier. C'est vraiment des modes de rémunération qui ne s'intéressent pas au fonctionnement de l'économie réelle. Ça s'intéresse uniquement aux indices boursiers. C'est le mark-to-market. C'est comment tu vas marquer ton book à la fin de la journée. Ça dépend de comment le CAC a performé. Et ça ne dépend pas de comment l'entreprise à qui tu as peut-être prêté se débrouille. Alors en fait, par rapport à ça, moi je serais beaucoup plus nuancée parce qu'on peut voir qu'il y a quand même pas mal d'études, notamment de la Banque Centrale Européenne ou de la Banque Européenne d'Investissement, qui dit justement un petit peu l'inverse, justement grâce à la transition écologique. Ce qui se passe, c'est que depuis la crise financière et même la crise du Covid, on n'a jamais eu autant de liquidités dans le monde. Ce qu'on a créé pendant la crise Covid, ce que les banques centrales ont créé en termes de masse monétaire, c'est 3 fois plus que pendant la crise financière. Donc il n'y a jamais eu autant de liquidités. Il faut peut-être que tu expliques un petit peu Alors, concrètement. Donc, cette fameuse, on a parlé de la Banque centrale, donc elle crée de la monnaie à chaque fois. Donc quand il y a eu le Covid, on a dit l'économie s'arrête. Donc justement, comment on fait pour financer toutes les mesures qu'on a eues? Eh bien, les banques centrales, en fait, ont augmenté la quantité de monnaie en économie, dans la masse monétaire sur les marchés. Normalement, quand la masse monétaire augmente, vous avez une création de richesse réelle en face. Là, ça n'a pas été le cas, et c'est ça c'est un peu la théorie économique, c'est de dire attention à la politique monétaire, il ne faut pas faire trop la planche à billets parce que sinon ça crée de l'inflation, ce qu'on a eu après. Mais en tout cas, il y a eu cette volonté-là. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas lier la création monétaire et l'inflation. Oui, c'est un peu la théorie quantitative de la monnaie, ça a été remis en question. Je vais juste finir. Ça suffit. C'est un peu rapide. Et tirer ensuite, messieurs les entreprises. Donc, ce dont je parlais, c'était pour répondre à votre question sur le financement. On n'a jamais eu autant de liquidités, donc ça crée, et ça vous pouvez regarder, les masses monétaires M1, M2, M3, vous avez les chiffres donc là-dessus, sur la création monétaire. Après l'inflation, c'était un autre phénomène. Oui. Mais sur cette création monétaire, donc, il y a beaucoup de liquidités, et ces liquidités doivent aller quelque part. Pourquoi en Europe, ça ne marche pas, le financement plus des entreprises? Ce qu'on ne dit pas, c'est attention, il faut tout passer par les marchés financiers. Pas du tout. Ce que l'on dit, c'est diversifier. C'est tout. Et en économie, c'est vrai que c'est un terme très important. Diversifier. Depuis le Covid, on a 3 points d'épargne en plus, on a dit 3 000 milliards. Si on a même 1 ou 2% de ça en plus qui va justement sur l'investissement productif, eh bien, on peut créer des gains de croissance et c'est pas pour ça qu'on est complètement dépendant des marchés financiers. Ce que l'on voit aussi beaucoup, c'est que justement, depuis cette fameuse crise Covid, les entreprises et notamment les fonds d'investissement cherchent beaucoup plus des financements de moyen long terme. On a des exemples, le fameux BioNTech, les fameux vaccins. Ça a été investi et financé en grande partie par l'Union européenne. À un moment, cette entreprise devait lever des milliards, des dizaines de milliards d'euros. Et les seuls fonds qui avaient la capacité de racheter ces entreprises, c'était un fonds américain. Et donc, toute l'innovation est partie là-bas. Quand vous avez en Europe des entreprises qui cherchent des fonds d'une manière très importante, plus de 10, 20, 30 milliards d'euros, la majorité de ces entreprises sont rachetées à 75% par des fonds américains, avec toute l'innovation et toute la valeur ajoutée. Il y a Kyotis dans le chat qui disait en France, les banques n'investissent pas sur les projets incertains qui nécessitent de la R&D, la recherche et développement. Exactement. Il y a par ailleurs Kyotis qui dit on veut des champions du numérique mais on ne les accompagne pas donc ils vont voir ailleurs. Et Kael qui surabonde et qui dit oui, on n'a jamais su financer les nouvelles technologies en France, c'est vrai ça? Et c'est totalement vrai. Et donc c'est à cause de ce mode de financement. Je passe la parole sur le sujet d'avant. Et juste pour finir, c'est vraiment un concept de diversification. Et ces fonds d'investissement de moyen long terme, alors quelques-uns en Europe, mais malheureusement pas assez, ils sont sur des rendements à moyen long terme parce qu'ils ont beaucoup de liquidités.
stabilité et que eux, ils cherchent justement à avoir un rendement à moyen long terme et pas juste à faire de l'argent à très court terme. Donc ça existe aussi ces fonds, ça existe aux États-Unis et c'est pour ça qu'ils ont un financement de l'économie sur certains secteurs, pas tout et absolument, mais qui est plus pérenne parce qu'il y a cette recherche de performance. Et ça, c'est une situation en Europe de ne pas avoir ces champions et de ne pas avoir ce mode de financement. Alors il y a des démarches justement de créer des fonds dans la tech, il y a beaucoup de démarches qui existent, mais en tout cas, c'est pas encore comparable aux États-Unis. Aujourd'hui, la majorité des entreprises sont rachetées ou par la Chine ou surtout par des fonds américains. Gilles, tu n'étais pas d'accord avec une partie de ce qu'avait dit Anne-Sophie, me semble. Le lien Clara non entre, plus, je crois. Le lien entre création monétaire et inflation, clairement, non, oui, ça c'est sûr que je ne suis pas d'accord. L'inflation, c'est une inflation qui vient essentiellement du secteur de l'énergie, qui vient du fait que en Europe, mais aux États-Unis aussi, qui vient aussi de la manière de consommer qui a été différente. Effectivement, aux États-Unis, il y a eu un package pour les ménages notamment qui a permis une augmentation de la consommation, donc ça d'accord, mais c'est la moitié de l'explication de l'inflation, c'est pas la totalité, et en Europe, c'est moins de la moitié. Donc voilà, essentiellement, c'est quand même l'énergie partout dans le monde. Voilà, et puis, parce que le problème, c'est de lier systématiquement la planche à billets et l'inflation, et ça, c'est hyper dangereux, parce qu'en fait, quand on regarde les tendances sur le très long terme, la masse monétaire, elle augmente partout, tout le temps, et il n'y a pas forcément d'inflation. Donc, le problème, c'est qu'en disant ça, on peut justement se tirer une balle dans le pied, parce que dans le cadre de la transition énergétique, on va avoir besoin de beaucoup de financement, et si on n'arrive pas à forcément investir l'épargne, c'est pas mal de garder cette planche à billets sous le coude au cas où. Et si on fait peur à tout le monde en disant attention, la planche à billets c'est systématiquement inflationniste, du coup, je pense qu'on se tient une balle dans le pied. Voilà. Et puis par ailleurs, oui, on parle beaucoup de planche à billets, voilà, mais là, donc, c'est du quantitative easing, donc c'est du rachat sur les marchés secondaires et pas primaires. C'est pas de la monnaie hélicoptère et toutes les propositions qu'on entend parfois. Donc je trouve ça aussi un peu rapide de parler de Qu'est-ce que c'est la monnaie hélicoptère ? La monnaie hélicoptère, ce serait, alors il y a plusieurs formes de monnaie hélicoptère, mais quand la banque centrale donne de l'argent, pas prête justement, directement à des ménages ou à des entreprises, etc. Historiquement, il y a eu ce genre de mécanisme. Et par ailleurs, on parle beaucoup d'innovation. Déjà sur l'innovation, moi je pense qu'il y a plein de politiques. Il y a l'économiste Xavier Jaravel qui a sorti un essai récemment pour parler justement de l'innovation en disant qu'il y avait beaucoup d'innovateurs qui pouvaient être mobilisés en France et qui étaient perdus aujourd'hui. Et il a insisté vraiment sur les politiques éducatives, sur les campagnes d'information, sur la disparité géographique. Voilà, donc il y a plein de choses aussi à faire au-delà juste de la question du financement. Donc ça, c'est mon premier point. Et ensuite, encore une fois, parce que donc le sujet de cette émission, c'était vraiment est-ce que la dette, c'est grave ? Est-ce qu'on est au bord du gouffre ? Est-ce qu'elle n'est pas soutenable ? Moi, je pense que la vraie question, c'est pas celle de la croissance aujourd'hui, parce que les prévisions de croissance sont très faibles. On sait que là, il y a cette masse de dépenses et d'investissements à faire qui vont pas avoir un gros rendement et on va devoir vraiment se concentrer là-dessus. Donc moi, j'aimerais un peu revenir sur ces phénomènes d'explosion de la dette. Donc quand est-ce qu'il y a une explosion de la dette. Donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est quand les taux d'intérêt tout d'un coup augmentent brusquement et de manière très importante parce qu'il y a une perte de légitimité de nos institutions, des catastrophes en chaîne, si on imagine des crises climatiques, etc., une instabilité politique, des mouvements révolutionnaires, etc. Donc en fait, pour moi, la dette, c'est aussi une affaire de récit parce qu'il y a cette interaction avec les marchés financiers. Alors ce qui est très récent, je pourrais revenir là-dessus. Donc si on fait des réformes ambitieuses sur le plan budgétaire. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il faut bien cibler nos aides, il faut faire en sorte de bien calibrer nos impôts, etc. Donc je ne suis pas contre plus d'efficience des dépenses publiques, loin de là. Mais si on fait des réformes ambitieuses sur le plan budgétaire, mais au péril de notre soutenabilité climatique, c'est-à-dire en retardant notre transition, c'est déjà ce qui a été fait avec les 10 milliards qui ont été annoncés, qui touchent avant tout le ministère de l'écologie, ça risque d'empirer la situation parce qu'on risque de perdre la légitimité de nos institutions. Et là les marchés risquent véritablement d'exploser. D'ailleurs, en fait, il y a vraiment eu des recherches là-dessus. Alors, je tiens à citer les travaux de ma collègue Mathilde Viennot, justement, qui a fait sa thèse sur les crises de la dette. Et elle a montré qu'en fait, il y avait souvent des situations où il y avait une déconnexion entre l'explosion de la dette et les fondamentaux économiques. Donc, on a une croissance, un niveau
niveau de dette raisonnable, mais tout d'un coup, il y a une explosion, justement à cause de ces facteurs politiques, à cause de ces récits sur la dette qui sont parfois autoréalisateurs. Il y a des chercheurs qui ont montré que sur 169 épisodes de défauts, 39% des défauts avaient lieu alors que le pays allait bien, donc c'est-à-dire une croissance, une phase de boom, etc. Voilà, donc pour moi, il est aussi très important, de ne pas tenir un discours alarmiste qui peut être dangereux à long terme, et puis ensuite de vraiment ne pas faire des réformes qui pèsent sur l'acceptabilité des mesures de transition, ou bien de revenir en arrière sur ces mesures de transition. Anne-Sophie ? C'est vrai que moi, je prends un peu le problème dit différemment. Hein. Pour moi, le problème de la transition, c'est en effet le financement. Et le financement est absolument crucial entre ceux qui vont se dire on est dans une transition et donc on remet et on rabat totalement les cartes en termes de politique industrielle, en termes de politique énergétique. Et si on est les premiers leaders dedans, eh bien, je ne dis pas qu'on sera les rois du monde, mais tout de même. Pour les États-Unis et l'inflation, je suis un petit peu étonnée parce que quand on regarde vraiment les chiffres, le gaz et le pétrole de schiste, c'est vraiment, même par rapport au pétrole classique, c'est vraiment des prix qui se sont effondrés. Et en plus, les États-Unis, depuis la crise ukrainienne, nous ont aussi vendu leur énergie. Donc eux, depuis la crise et Covid et ukrainienne, en termes énergétiques, premièrement, ils exportent massivement et ça leur a amené beaucoup d'argent. Et en plus, ils sont complètement autosuffisants. En termes de gaz et de pétrole de schiste, ils sont tout à fait autosuffisants pour gérer leur pays. Et ils en vendent un peu au Canada, au Mexique. Mais ils sont vraiment totalement autosuffisants. Et en plus, ils nous ont vendu leur énergie. Donc, cette inflation, elle était quand même très politique hélicoptère. Hein, vous en avez parlé. Trump qui vous envoie un chèque dans votre boîte aux lettres. C'était quand même ça. Et c'était vraiment, on soutient la demande et les fameux ménages pour avoir une politique de relance, mais dans des capacités qu'on n'a jamais vues. Donc, c'est vrai que de dire de toute façon, la dette va exploser et donc la situation c'est pas grave, mais vivons avec. Je suis d'accord, mais c'est quelle dette ? Qu'est-ce qu'elle finance ? C'est différent de financer des dépenses d'investissement, on a dit, de R&D et des dépenses d'avenir, et de faire des chèques de subvention à l'énergie pour pouvoir se chauffer en termes de création de valeur et de brevets. C'est différent d'avoir en effet une explosion de la dette pour financer la dépendance, le vieillissement, qui est un vrai sujet qui va coûter excessivement cher, ou de financer en effet des brevets et des entreprises. Le fait qu'en Europe, 95% des agents économiques, financiers, entreprises et ménages soient financés et s'autofinancent par les banques, c'est quand même un sujet. On est loin des marchés financiers tout puissants. Hein. On est à 95%. Donc quand même, c'est quand même un monopole. Donc je pense qu'avant de dire en effet cette dette va exploser, comment on peut financer, comment on peut créer de la valeur ? Les États-Unis ne sont pas trompés. Hein. Eux, ils vont être leaders au niveau de l'énergie. Ils le sont déjà. Et il faut une politique de subvention énorme pour avoir tous les investissements du monde. Ils savent qu'avec ça... Ils ont une politique industrielle. Tout à fait. Mais nous, on n'en a pas. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ok, mais donc du coup, une politique industrielle, ça suppose de faire du déficit, quoi. Ça suppose, et donc en effet, de l'investissement et d'investir dans les bons secteurs. Donc ça voudrait dire qu'il faudra en avoir une européenne. Moi, c'est ce que j'appelle de mes voeux, je suis tout à fait d'accord. Et ça pose quand même, encore une fois, la question du financement. Je pense que pourquoi il y a une inquiétude sur ces fameuses dettes, etc., c'est qu'on a l'impression, et ça peut être un ressenti, qu'en fait, on s'endette, et on le dit, on n'a pas de géant européen, on n'a pas de Google européen, on a des services publics qu'on trouve moins bien, etc. Donc on dit tout le temps, on a de la dette, et puis je vois pas trop ce que je récolte chaque jour. Donc, alors bien sûr que c'est pas vrai dans les chiffres, etc. Sociale, la protection de bouclier tarifaire. Regardez les indicateurs, et regardez même au niveau de la sécurité sociale. Hein, vous avez dans les enquêtes en disant, par rapport à la dépense publique et l'euro que je mets dans la sécurité sociale ou la dépense ou la protection, vous avez beaucoup de mécontentement dans la qualité du service public. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est même des enquêtes de l'INSEE. Donc, je pense que c'est aussi ce ressenti. Oui, mais donc vous voulez réduire le déficit alors que nos services publics, justement, nos professeurs sont mal payés. Non, je dis qu'il faut changer le financement de l'économie pour créer de la valeur et pas forcément être que sur plus d'impôts ou moins de recettes. Mais qu'il y a d'autres manières de créer de la richesse économique. Mais je ne comprends pas pourquoi Alors pour moi, le débat aujourd'hui est celui de la répartition des pertes, étant donné comme je le disais, une part très très significative de ces investissements verts n'est pas rentable ou rentable à très long terme. Donc pour moi, justement, il faut dépasser ce discours sur la croissance. Alors je ne dis pas qu'il faut prôner de la décroissance, mais en tout cas, il ne faut pas tabler sur une croissance très élevée dans la décennie à venir pour rendre nos finances publiques soutenables. Vous disiez que... Alors, je tenais à corriger, je n'ai pas dit que la dette publique allait
exploser. Au contraire, je disais que pour qu'elle n'explose pas, il fallait faire certains investissements qui étaient essentiels pour éviter une instabilité de nos institutions, un réchauffement climatique, etc. etc. Et par ailleurs, en fait, je considère qu'il faut que ce débat soit porté au niveau européen comme vous, et je suis d'accord avec vous. La manière dont on utilise cet argent, les types d'investissements qu'on fait sont essentiels, et il faut bien orienter justement cette épargne. Donc là, vraiment, on se rejoint sur ces points-là. Gilles. Non, je pense qu'il faut qu'on... Je ne sais pas si on est encore vraiment sur le sujet vraiment de la dette et du déficit actuellement de l'État. Donc je ne sais pas, peut-être qu'il y a des questions dans le chat. Il y a plein de questions dans le chat, je vais les donner après. J'ai pas forcément envie de rebondir. Bon allez, on y va pour la question du chat. Il y a Adonis, salut Adonis, qui dit faire participer les grandes fortunes, les dividendes, les super profits. Pourquoi est-ce que c'est un tabou ? Il y a Volca qui dit 140 milliards de niches fiscales, c'est peut-être une idée. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bonsoir, c'est Chache Caché. Je sais pas prononcer ton pseudo. Mais salut, re-salut, on se connaît. Qui dit bonsoir, est-ce qu'il est possible de mieux lutter contre la fraude fiscale et la fraude fiscale pour augmenter les finances de l'État ? Sinon, est-ce qu'il serait pas plus adéquat de faire des économies dans l'argent envoyé à l'étranger sous forme d'aide à des pays ou des organismes étrangers ? Bon, ça doit pas être énorme. Hein. Faut regarder les dépenses, mais... Mais non, faire participer les grandes fortunes, c'est un sujet. Les dividendes, les super profits. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup sur France Info des super profits. Adonis qui dit pourquoi est-ce que c'est un tabou ? Est-ce que c'est un tabou ? Est-ce que ça aurait un intérêt ? Ça a l'air d'être un tabou, ouais, parce que il me semble que Bruno Le Maire disait qu'il voulait pas augmenter les impôts, que les Français en ont marre des impôts, donc ils veulent pas les augmenter. Mais en vrai, oui, sûrement que beaucoup de Français en ont marre des impôts, mais il y en a, on sait bien qu'il y a les 0,1%, 0,01% qui, eux, en ont pas marre des impôts parce qu'ils les évitent. Donc voilà. Et il y a des économistes qui réfléchissent à des méthodes pour justement faire en sorte qu'ils ne puissent plus les éviter. Et là, j'ai pas les noms, mais peut-être que tu peux m'aider. Glucksmann, je crois. Non, Raphaël. Qu'est-ce que je dis ? Je raconte des bêtises. Alors, même dans le rapport Pisani-Ferry-Maffouz, il y avait une proposition justement de prélèvement exceptionnel. Donc, voilà, ça fait vraiment partie du débat public et c'est des propositions qui sont constamment évoquées. Et qu'en pensent les économistes que vous êtes ? Alors c'est vrai que c'est un débat politique évidemment, là, c'est un débat plus politique. Ce qui est assez intéressant, et là c'est Piketty qui a beaucoup travaillé dessus, c'est que c'est vrai qu'on n'a jamais eu une telle accumulation du capital, mais là je parle au niveau mondial, parce que là aussi dès qu'on dit taxer les riches, tout le monde se dit oulala, ma maison de vacances va périr. On n'est pas du tout là on parle vraiment de gens qui ont des pas toucher à vos maisons de vacances, etc. Donc la maison de vacances ne passe pas du tout, vous n'avez pas une fortune supérieure à 1 milliard, etc. Donc on n'est pas du tout sur ces ordres-là. En fait, il a beaucoup travaillé sur cette question, il a expliqué, et on le voit à peu près depuis 10-15 ans, qu'on a un rendement du capital qui est décroissant parce que justement, on a une accumulation. Tout le but du système capitaliste, c'est qu'en effet, vous ayez du revenu, et avec ce revenu, vous achetez plein de choses, et donc qu'il y ait de la concurrence et que l'argent circule. C'est pas qu'il y ait une accumulation. Une fois que vous avez une accumulation, même si vous dépensez tout, vous investissez, etc., le rendement est décroissant. Et pourquoi ce sont des pays comme les États-Unis qui veulent mettre fin au monopole, qui, on l'a vu à Davos, font des tribunes entières en disant taxez-moi, pour pas citer Bill Gates, etc. Parce qu'ils ont conscience de ça. Ils ont conscience que cette accumulation extrême, on parle vraiment des hyper riches ou des personnes qui peuvent avoir le PIB d'un pays en termes de fortune, et crée un rendement décroissant et va contre, on va dire, la politique de la concurrence et du libre marché qui permet justement normalement de créer de la richesse et d'avoir une prospérité. Donc on voit qu'il y a ces débats-là et c'est le cas pour les grandes fortunes. Le problème de toutes ces questions-là, on l'a vu avec les débats qu'il y a eu à l'OCDE, c'est que c'est possible d'avoir ce genre de politique fiscale, mais il faut que beaucoup de pays soient d'accord, que ce soit généralisé pour qu'il n'y ait pas un passager clandestin. Eh bien, en fait, vous avez une taxe et donc tout le monde évite ce pays. Le problème, c'est que le travail n'est pas mobile alors que le capital l'est. Et c'est ça le grand sujet. Donc il y a eu beaucoup d'avancées, notamment avec l'OCDE, on a vu la taxe sur les entreprises, etc., pour éviter ces chemins. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, puisque tous les États n'ont pas les mêmes intérêts. Puis l'autre élément, c'est que certes, ça permettra, je pense, de garder, de récupérer de l'argent, mais on l'a dit, avec tous les défis qu'il y a,
ça pourra financer, mais c'est pas ça qui va tout financer. Et à mon sens, il faut vraiment avoir une réflexion sur vraiment les modes de financement de l'économie et comment fonctionne l'économie. Voilà, ça peut être bien à moyen long terme, mais c'est pas ça qui va résoudre tous les problèmes qu'on a soulevés, malheureusement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est une partie de la solution, mais que ce n'est pas bien évidemment toute la solution. Par ailleurs, vous disiez que voilà, il fallait que plusieurs pays le fassent. Justement, je trouve que c'est un débat qui devrait être porté au niveau européen. On parle beaucoup voilà, de ressources propres de l'Europe. Justement, ça a été des débats quand on a fait le plan de relance Next Generation EU. Voilà, donc cette difficulté à trouver des ressources propres, et ben, voilà, dans les solutions qui pourraient être mises sur la table, et il y a notamment celle-là. Il y a Corpi dans le chat qui pose une question, qui dit bonjour tout le monde. Salut Corpi. La croissance n'est pas infinie. Est-ce que le modèle économique basé sur une croissance constante n'est pas... est-ce que c'est un modèle qui est pérenne ? Durable, dit-il. C'est Salut la grande question. Vous avez 3 heures. C'est des questions de thèse. Oui. Mais il me semble que vous êtes toutes les deux docteurs, donc c'est très bien. Je suis sûr que tu as commencé aussi un doctorat, toi, Gilles. Non, même pas. Non, mais c'est des questions d'horizon en fait. C'est un peu, on avait la même question quand on se lançait dans la transition énergétique. On se disait, il va falloir construire plein d'éoliennes, plein de panneaux solaires. On va avoir besoin de, je sais pas quel type de métaux plus ou moins rares. Est-ce que c'est sûr ? Est-ce qu'on en aura assez ? Et puis en fait, maintenant qu'on a plus de recherches sur le sujet, rapport du GIEC, etc., l'AIE qui sort différents rapports pour essayer d'estimer un petit peu tout ça, dans l'ensemble maintenant, il semble que oui, il n'y a vraiment pas de souci niveau stock de ressources. Après, c'est peut-être plus des problèmes de flux, c'est-à-dire il va falloir les faire sortir rapidement de la croûte terrestre pour que ça aille ensuite dans les éoliennes et les panneaux solaires, donc c'est plus ça le problème. Et donc l'horizon il n'y a plus de stock, effectivement la Terre, la planète Terre est finie, l'horizon est en fait suffisamment lointain pour ce qu'on veut faire, et donc ça va. Et pour la croissance économique, c'est un peu pareil. À quel point cet horizon de la finitude de la planète est lointain, c'est très difficile à dire, c'est tellement multifacteur, ça dépend de comment on s'oriente. Est-ce qu'on commence à aller vers une économie de la qualité plutôt que de la quantité ? Parce que finalement, le PIB et la croissance, c'est des prix. Donc, forte qualité égale prix élevé. Et donc, en fait, on peut avoir un effet qualité qui compense le fait que la quantité diminue. Et puis, on aurait quand même un PIB qui augmente. Donc voilà, ça pose vraiment plein de questions. Peut-être pour réévoquer le sujet de la dette, peut-être parce que voilà, j'aimerais un peu revenir sur l'histoire de la dette. J'allais te poser la question après, parce que c'est ta spécialité en plus, l'histoire de la dette. La dette, c'est quelque chose qui est relativement récent dans la théorie économique. Alors, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que donc moi, j'ai travaillé sur l'histoire de la dette publique française au XXe siècle, et on a vu se succéder 3 modes de gestion de la dette publique au cours du XXe siècle. Donc, pendant le 19e siècle et puis pendant l'entre-deux-guerres, la France se finançait essentiellement à long terme, voire très long terme. On parlait de rente perpétuelle, voilà, donc des prêts à maturité infinie. Et puis en fait, il y a eu un changement de modèle en 1939 avec ce qu'on appelle la mise en place du circuit du Trésor. Et alors, ce qui est très intéressant, qu'est-ce que c'est le circuit du Trésor ? Alors, je vais vous expliquer justement, c'est que petit à petit, on s'est mis à diversifier les outils de financement public, justement pour faire face à cet accroissement significatif des besoins de financement. Et c'est quelque chose qu'on observe vraiment historiquement. On l'a vu aussi avec pendant le New Deal aux États-Unis. À chaque fois qu'il y a des phases comme ça où tout d'un coup on doit faire des investissements massifs, on diversifie nos outils de financement et on pense des nouvelles manières de gérer notre dette. Donc le circuit du Trésor, une part importante hors marché. Donc justement, on parlait de l'épargne. Il y avait une partie de l'épargne qui était automatiquement redirigée vers les caisses de l'État par l'intermédiaire d'une série de correspondants du Trésor. Donc c'était des institutions comme la Caisse des dépôts, etc. Et donc ça, c'était vraiment un système en partie hors marché. Il y avait aussi plein d'autres mesures. Alors bon, c'était un système différent à l'époque. Les grandes banques étaient nationalisées, etc. Mais elles étaient obligées d'acheter une certaine proportion de leur bilan en bons du Trésor. Il y avait
Il y avait aussi l'État qui fixait les taux d'intérêt et c'est qu'à partir de 1963 qu'il y a eu des émissions comme ça par adjudication, donc vente aux enchères sur les marchés internationaux, et en fait l'émergence de tout ce discours sur la discipline de marché, les bons et les mauvais élèves, et puis en fait la dette sur PIB qu'on regarde comme vraiment boussole de notre soutenabilité budgétaire, alors qu'à l'époque il y avait une diversité d'outils, et puis il y avait une partie de la dette qui était en fait gérée de manière non médiatisée et plutôt discrète. Donc je pense qu'à chaque fois qu'on fait face à des grandes transformations, comme c'est le cas aujourd'hui, on doit faire une transformation massive. Les chiffres sont monstrueux, je les évoquais, 2-3% du PIB par an européen, et encore c'est une borne basse parce que ça ne tient pas compte des dépenses environnementales, ça ne tient pas compte des catastrophes, ça ne tient pas compte de la transition juste et justement les inégalités qui vont être créées par ce réchauffement climatique. Il faut repenser les outils de financement public. Anne-Sophie ? Oui, je pense que c'est assez indispensable. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la transition écologique, on a dit des systèmes. Hein. Alors c'est vrai qu'en économie, il y a ceux qui disent l'innovation va nous sauver. Bon, ça sera sûrement vrai. Et puis ceux qui disent il faut être plus décroissant, etc. Bon, je pense que la réponse est toujours un petit peu entre les deux. Et moi, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est pour ça que c'est vrai j'insistais sur les modes de financement, sur la structuration de l'économie, puisqu'à mon sens, c'est vraiment très important. C'est que dans toutes ces transitions, on va vraiment avoir des gagnants et des perdants au niveau des ressources, hein, parce que là aussi, vous avez dû l'étudier, hein, les systèmes économiques sont très liés à l'énergie, notamment depuis le XXe siècle. Donc, c'est vraiment l'énergie qui est quand même la question centrale de tous les modèles économiques. Et donc là, on voit qu'il y a quand même des trajectoires, hein, des différents blocs qui sont assez offensives dans ces questions-là. Et puis, l'autre élément, hein, c'est vraiment, à mon sens, la question des inégalités. C'est-à-dire que qu'est-ce que l'on voit, et surtout depuis le Covid, hein, où en effet, tout le monde devait faire des circuits raisonnés, puis personne n'achetait trop, etc. Bon, on a tous été là-dedans. On a vu dès que c'était fini, hein, la consommation est repartie de plus belle, le trafic aérien explose. On est vraiment là-dedans. Et donc, avec la transition, il va y avoir en effet, notamment à court terme, des augmentations de prix, hein, avec toutes les conséquences qu'il va y avoir. Et donc, cette création de prix, ces augmentations de prix vont créer des inégalités massives. Aujourd'hui, toutes les démocraties ont été quand même créées sur un socle d'augmentation de ces classes moyennes. Le but, c'est d'avoir une classe moyenne, d'avoir plus d'éducation, d'avoir plus de moyens, et que vos enfants aussi continuent à bénéficier de ça. Et ces classes moyennes qui sont assez homogènes en termes de revenus, en termes de mode de vie, constituent un bloc démocratique. Là, on voit qu'avec l'augmentation de l'inflation et de ces transitions, hein, vous pouvez, et à mon sens, c'est un risque qui est plus grave et plus premier en termes de temps que la transition écologique, avoir une augmentation de ces inégalités avec une classe moyenne qui sont déclassée et avoir des révoltes sociales, hein, comme on l'a vu récemment en France, même au niveau mondial. Et donc cette dette-là sera la variable d'ajustement, parce qu'à chaque fois, en effet, on fait de la dette, on fait un chèque énergie. Si on a une vision purement économique, on en a beaucoup parlé pendant la crise énergétique, faire des chèques pour financer en effet des énergies fossiles avec des milliards et des milliards qui ont été dépensés, bien sûr que ça n'a aucune efficience économique. Par contre, ça permet de sauver le pouvoir d'achat des gens, donc c'est essentiel. Et donc ces questions-là ne vont pas arrêter de se répéter. Et bien sûr que la dette et l'État seront toujours derrière pour financer. Mais quand on finance ça et tout ce qu'on a mis dans les politiques de chèques, c'est pas de l'innovation, c'est pas de la recherche et développement pour la transition. Et aujourd'hui, on fait des économies, c'est ces postes-là qui sont attaqués, c'est l'éducation, l'enseignement, tout ce qui est plutôt moyen-long terme, parce qu'il faut trouver 10 milliards d'économies rapidement. Donc ça, c'est vraiment la vraie question. C'est bien sûr la transition écologique, mais comment on gère aussi les inégalités que les changements de comportement et de mode de vie vont créer. Et ça, je pense que c'est un vrai challenge pour nos sociétés développées. Gilles, Clara Gilles ? Non, je ne sais pas. Pour moi, il ne faut pas opposer les questions sociales et les questions de transition. C'est vraiment des choses... Pas les opposer, mais les traiter ensemble, parce qu'il y a des conséquences. Voilà, là, on fait face à un trilemme, justement, entre austérité budgétaire, entre questions sociales et maintien de notre modèle social et financement de la transition. Il faut chercher, en fait, à tout prix des techniques pour sortir de ce trilemme. Comment trouver des méthodes pour sortir de ce trilemme ? Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un débat européen, en fait, sur la
question de ce financement de la transition juste. Aujourd'hui, on a des règles budgétaires européennes. Voilà, il y a eu un accord en février qui vont être à nouveau extrêmement contraignantes, qui étaient censées être plus flexibles, plus simples, mais alors elles sont tout sauf ça. Donc on nous lie vraiment les pieds et les poings. Et en même temps, on a des objectifs de net zéro et on ne nous donne pas les moyens pour le faire. Donc il faudrait que en fait, les objectifs climatiques et les objectifs de soutenabilité de la dette soient deux sujets qui soient traités au même niveau et qu'il n'y ait pas une hiérarchie implicite entre les objectifs budgétaires et les objectifs de transition. Et encore une fois, en effet, moi je suis d'accord avec vous, et c'est ce que je disais tout à l'heure, si les politiques de transition ne sont pas acceptables, et ben en fait ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une instabilité politique forte, et là ce sera vraiment très grave pour la dette publique. Mais donc il faut tenir vraiment les deux ensemble et faire en sorte que la transition aille de pair avec la prise en considération de la protection sociale. Alors, petite idée, d'ailleurs, là, on parlait donc toujours ces histoires de déficit, de dette. À un moment donné, donc, on a parlé vite fait du pacte de stabilité et de croissance, c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Donc, il y a cette fameuse règle, on n'est pas supposé avoir plus de 3% de dette sur PIB pour les pays européens. Les critères de Maastricht. Voilà, critères de Maastricht. Et on n'est pas supposé non plus dépasser 60%. La dette ne doit pas être supérieure à 60% du PIB. Donc ça, c'est les critères de Maastricht. Mais ensuite, il y a le pacte de stabilité et de croissance, c'est quelque chose, ça c'est dans les traités, traité de Maastricht, donc c'est difficile à changer. Et par contre, il y a le pacte de stabilité et de croissance qui, lui, est quelque chose qui se rajoute par-dessus et qui est là pour essayer d'interpréter ces deux chiffres, c'est-à-dire, OK, 3%, mais concrètement, ça veut dire quoi? Si on le dépasse une fois, est-ce que c'est grave? Combien de temps pour y revenir? Et pareil pour les histoires de 60% de dette, est-ce qu'on définit une trajectoire pour y aller, etc. Et donc, récemment, là, il y a eu des négociations pour essayer de changer ce pacte de stabilité, et quelque chose qui aurait pu être mis sur la table et qui n'a pas été mis sur la table, c'était de dire qu'est-ce qu'on met dans le déficit public et est-ce que des investissements dans le cadre de la transition énergétique, on ne pourrait pas l'enlever du déficit en disant c'est des projets de très long terme, etc. Ça ne rentre pas dans les clous Et ça a été rejeté, quoi. Donc dans les solutions possibles, on peut vraiment aller chercher un peu partout et c'est très politique. Et voilà. Mais justement, oui, c'est ce qu'on appelait les Green Golden Rules, j'aime bien le terme. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'en fait ça a été un vrai blocage dans les négociations? C'est parce qu'en fait les États européens n'arrivent pas à s'accorder sur ce qu'est un investissement vert. Et les Nordiques ont vraiment peur que en fait il y ait n'importe quoi puisse être labellisé de vert et puis que voilà à nouveau il y ait des dérapages budgétaires, etc. Donc pour moi l'approche ce n'est pas de rouvrir ces négociations qui ont duré 2 ans, qui ont été vraiment fastidieuses, mais plutôt de maintenant s'accorder sur les moyens pour mettre en place cette transition en essayant de construire ensemble une enveloppe commune au niveau européen pour financer cette transition, parce qu'en fait là il y aura vraiment des externalités négatives pour tous les pays de l'Europe si certains grands pays ou si les pays ne prennent des retards dans leur transition. Le problème, c'est vrai qu'en disant ça, c'est qu'après on voit aussi la réalité. En Europe, vous avez 3 pays qui sont des puissances industrielles. Ces pays-là n'ont pas forcément les mêmes intérêts, n'ont pas du tout le même modèle énergétique. On voit en Allemagne, on sort du nucléaire, du coup on doit réouvrir du charbon. Là on voit l'opposition, puisque la majorité en difficulté, qui repense à financer du nucléaire. Nous on était sortis du nucléaire, en effet maintenant ça peut être un vrai atout comparatif. Donc là aussi on n'a pas de politique énergétique européenne claire, qui est à mon sens vraiment centrale pour toutes ces questions de transition écologique. Et donc forcément, au lieu d'avoir une vision commune en disant si on était leader de l'énergie verte, vous l'exportez dans le monde, vous n'avez plus de problème demain de financement de quoi que ce soit, donc là tous les problèmes sont réglés. Comme il n'y a pas cet accord, parce qu'on n'a pas justement de vision commune en termes industrie, en termes marché, et bien forcément chacun dans son coin essaie de faire ses financements, de financer son vieillissement, de financer sa défense. On voit à quel point c'est catastrophique, et donc essaie de gérer, on va dire, tous les problèmes au niveau national. Et ça, c'est vraiment le grand problème qu'on a en Europe, notamment par rapport à la Chine et surtout par rapport aux États-Unis. Donc il faut essayer de sortir de ça. On voit quand les pays le font, on l'a vu avec le Covid, quand on a tous
tous acheter des vaccins ensemble, bah oui, ça coûte beaucoup moins cher et on a vu les conséquences. Donc, on le fait. C'est souvent quand on arrive en crise qu'on y arrive. Après, c'est assez dommage d'arriver à toutes ces crises pour en arriver là, alors que, voilà, si on avait vraiment une vraie coopération, et on y a intérêt, moi je n'arrête pas de le redire, hein, on est dans un monde beaucoup moins coopératif, on est dans un monde où les blocs se replient, et il faut arrêter de penser que le monde entier viendra sauver l'Europe, et notamment que les États-Unis viendront nous sauver coûte que coûte, quoi qu'il nous arrive. Ce seront peut-être de bons clients, ils nous vendront leur énergie à prix d'or, mais voilà, il faut aussi, au niveau européen, qu'on puisse s'assumer également financièrement. Justement, parlons d'Europe. Il y a Myriam qui propose, qui pose une question, une proposition en même temps un petit peu, qui dit la sortie de l'Union européenne, est-ce que c'est une piste crédible pour pouvoir de nouveau fixer ses propres règles monétaires et puis gérer des situations de crise, écologique notamment. C'est une idée de Myriam. Bon, vraisemblablement, non, c'est pas une bonne idée. On est tous C'est pas une bonne idée du tout. Hein. Le problème de l'Union européenne, c'est le contrefactuel, c'est-à-dire qu'on la critique, on passe son temps à la critiquer, les politiques, bon, ça tout le monde, c'est de la faute, même, etc. Voilà. Mais le problème, c'est que moi, je militais pour ça chaque année, de dire tout ce que l'Europe nous a apporté. Comme c'est souvent une protection contre la crise, bah voilà, quand vous n'avez pas attrapé la grippe, hein, vous ne dites pas « Ah chouette, j'ai évité tel ou tel virus », donc vous ne voyez rien. Et le problème aussi, hein, c'est qu'il faut le rappeler, tous les politiques sont toujours en train de critiquer l'Europe. Bruxelles, je le rappelle, il y a un conseil. Le conseil, c'est les chefs de gouvernement des pays et ces chefs et de gouvernement, c'est vous qui votez, comme pour le Parlement européen. Donc, il n'y a pas de Bruxelles, il y a les gens pour qui vous votez, pour qui vous allez voter au mois de juin. C'est tout. Il y a Chris qui demande le fait que le gouvernement s'attaque au secteur public et au système social, est-ce que ça ne va pas influer sur la consommation et in fine sur la croissance ? Tu as un peu répondu tout à l'heure, je pense, Clara. Oui, tout à fait. En fait, il y a ce qu'on appelle du bouclage macro et quand on réduit des aides, ça a aussi cet impact-là. Mais plus profondément, je réinsiste, la question c'est aussi l'instabilité politique, l'acceptabilité des politiques de transition, etc. Et donc, et puis aussi en fait un modèle social historique. On fait le choix en France d'avoir ce modèle social. Voilà, ce serait un vrai revirement de passer de l'État providence à l'État protecteur, comme l'a récemment dit Monsieur le ministre. L'autre élément, hein, c'est aussi le poids du logement qui a explosé au niveau de la classe moyenne. Et Oui, c'est vrai que c'est assez facile de dire, voilà, en effet, on peut acheter tous du bio, etc. Quand on a vraiment des pouvoirs d'achat contraints. Le poids du logement, notamment en France, par rapport à d'autres pays, notamment nordiques, hein, c'est vraiment 20-30% hein, du revenu chaque mois. C'est beaucoup plus hein, que dans les pays du Nord. Et donc après, hein, avoir de la marge de manœuvre pour autre chose, c'est compliqué. Alors jusque-là, ça allait parce que l'énergie, l'alimentaire coûtait rien. Donc voilà, on mettait tout dans le logement et puis on avait un peu de reste pour le loisir. Demain, ça coûtera plus cher, hein, il faut le dire, la transition coûtera plus cher, hein, même le prix de l'électricité sur un produit, ça coûtera plus cher. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on ne va pas sacrifier justement notre consommation en consommant des produits plus bas de gamme, avec moins de normes, et donc qui sont moins efficients écologiquement ? On en parle beaucoup dans tout ce qui est secteur du vêtement, etc. On voit les sites de vêtements très peu chers qui explosent. Votre jean est fait dans 55 pays et ça n'a pas changé depuis le Covid. Donc là aussi, je pense qu'il faut toujours être dans le principe de réalité. C'est beau de dire tout ça, mais dans les faits, on voit que vous avez des postes contraints et quand même une société de consommation qui est importante, qui fait que c'est très compliqué vraiment de changer ses habitudes et aussi de consommer différemment quand vous avez un problème de pouvoir économique. Et je voudrais citer justement également les travaux de Xavier Jaravel, c'est très intéressant parce qu'il a décomposé l'inflation avec des données très micro et en montrant que justement l'inflation était plus élevée pour les déciles les plus faibles, justement parce qu'en fait sur certains postes, voilà, comme le bio, certaines innovations, des produits de luxe, etc. Il y a énormément d'innovations parce qu'il y a beaucoup d'argent, alors que voilà, des produits plus bas de gamme vont en relatif coûter plus cher pour ces ménages-là. Donc en fait, on a des taux d'inflation qui sont différenciés en fonction des paniers et en fonction des milieux sociaux. Kael demande, moi je comprends toujours pas pourquoi les revenus du capital ne sont pas taxés à la hauteur de ceux du travail. Le capital est mobile, pas le travail. Kael, tu nous diras si ça te satisfait. Gilles, tu voulais... Non, mais oui, c'est ça. En gros, tu peux aller investir un peu où tu veux, mais ça fait partie aussi des règles européennes qu'on a fixées, quoi. Il y a un moment donné dans l'histoire où c'était moins mobile, et puis maintenant on a décidé que c'était plus mobile, donc on arrive moins à le taxer. Est-ce qu'on attaque notre modèle social là, en ce moment ?
Alors non, quand même. Alors bien sûr, Il y a quand on beaucoup de La gens qui le réforme pensent. de l'assurance chômage. la réforme de l'assurance, modèle social, il faut faire aussi attention et toujours aussi un petit peu Je demande le point de vue de comparer, l'économiste. par rapport à d'autres pays. On a été en effet beaucoup plus aidés pendant le Covid. La sécurité sociale, tout le monde la critique, mais dès que vous allez à l'étranger, vous revenez tout de suite vous faire soigner en France. Donc là aussi, il faut être un petit peu. C'est normal d'être critique et c'est bien, mais il faut aussi regarder un petit peu ailleurs et non, même s'il y a ces économies qui sont faites. Je rappelle, on a plus de 5% de déficit. On n'est pas du tout dans de l'austérité et une remise en cause du modèle social. Par contre, en effet, là, il y a aussi une séquence politique qui ne vous a pas échappé, qu'il faut trouver de l'argent. Donc là, on est vraiment sur le court terme. Sur le moyen et long terme, il n'y a pas d'idée de sacrifier la sécurité sociale, etc. Ça, c'est pas du tout le cas et ça ne le sera pas parce que très justement, la France, son premier manière d'avoir de la croissance, c'est la consommation. Il faut le dire, les dépenses publiques, la majorité, plus de 60% des dépenses publiques, c'est du revenu aux Français. Donc c'est les allocations que vous avez, votre APL, votre aide au logement, de la redistribution. Donc si on touche à ça, c'est juste du pouvoir d'achat en moins pour beaucoup de Français. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, personne ne voudra s'y attaquer. Par contre, faire en effet des économies à cause de dérapages à court terme et avec les agences de notation, on comprend le contexte. Après les grandes annonces du gouvernement, grandes annonces justement futures, parce qu'ils sont en train de paramétrer ça, mais voilà, le grand chantier du gouvernement aujourd'hui, c'est la réforme de l'assurance chômage. Donc on touche quand même à des sujets qui ont des impacts sociaux, faut faire aussi etc. attention, parce que quand vous regardez dans les autres pays, on a quand même un modèle de l'assurance chômage qui est assez généreux. Donc bien évidemment, il y a l'idée de faire une réforme, mais on ne tombe pas à des situations que vous avez au Royaume-Uni ou même aux États-Unis. Donc là aussi, je pense qu'il faut quand même... Alors même oui, mais on ne veut pas le modèle américain, justement, qui est très peu protecteur. Donc je pense que ce n'est pas un objectif souhaitable. Il y a Kesta qui demande la sémantique du gouvernement. Est-ce qu'elle a un rapport conflictuel avec l'État-providence, de votre point de vue? La sémantique du gouvernement. Et vous avez 4 heures maintenant. Des auditeurs de haut niveau. Ouais, j'en sais rien. Kesta, je pense que tu as posé une question un peu hors sol. Là, Non, c'est une très bonne question. On a quand même une séquence politique avec les élections européennes qui... Est-ce qu'on sait, je pense que la question de Kesta, c'est est-ce qu'on est... de l'aspect purement économique. Est-ce que en ce moment, c'est l'État-providence ou pas? Non, mais on reste dans l'État-providence au regard quand même des finances publiques. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'État-providence en France. Mais il y a un discours politique et puis des volontés de réforme et des chantiers qui sont lancés, qui visent quand même à remettre en question certaines choses. Chers amis, 19h, passé de 57 secondes, c'est l'heure du mot de la fin. Anne-Sophie, le mot de la fin. Plus d'épargne vers le productif. Voilà. C'est un joli mot de la fin. Gilles, le mot de la fin. Ou la phrase de la fin, ou l'avant-dernier mot de la fin. Si toi, t'as un mot de la fin. Non, je sais pas. Non, ça me va aussi comme mot de la fin. Clara Léonard, le mot de la fin. Il faut un débat transparent et démocratique sur le financement de la transition écologique, qui est le sujet crucial aujourd'hui, et une transition qui soit juste. Merci Clara Léonard, merci Gilles Mito, merci Anne-Sophie Alsif. Merci. Je vous remets entre les bas créditeur de Mathis.